dès le début des années 50, le doute n'est plus permis. Une ère de prospérité s'annonce et a déjà commencé dès la fin de la guerre. Dans l'histoire, elle sera connue comme les 30 Glorieuses. C'est certainement le seul côté positif que l'on peut trouver à l'aberration guerrière, mais le fait est qu'il faut tout reconstruire. La Première Guerre mondiale avait été plus localisée, moins étendue territorialement. La Seconde a dévasté de nombreux endroits du globe, l'Europe en grande partie. Il ne s'agit pas seulement de remplacer les bâtiments et lieux détruits par de nouveaux, mais il y a un nouveau mot qui se pointe, peu employé jusqu'alors, le progrès. Sous forme de nouveautés qui font rêver, la télévision, le micro-sillon, les ustensiles ménagers qui soulageant le travail de la femme, encore, au foyer. Tout ceci a débarqué en même temps que le matériel militaire. Le marketing crée les besoins, on accède alors aux besoins de pacotille. Si l'on pouvait se passer aisément du Coca-Cola avant-guerre, ce n'est plus le cas. Il est devenu un signe d'indépendance, on le boit quand on veut et n'importe où, c'est juste si on ne trouve pas un distributeur dans l'église à côté du bénitier. Il est même cité dans les chansons pour faire brancher. Adieu le papier à rouler, la clope de nos pères et la soupe de grand-mère, on consomme industriel, en paquet de vin ou en sachet familial. Au niveau de la mode, l'immédiate après-guerre est encore bien sage. Elle deviendra rapidement une ère parmi les plus mythiques, l'intensité ne se mesure pas vraiment à ce que l'on voit, mais plus à ce que l'on suggère, ce que l'on voudrait voir. Le cinéma aide beaucoup à créer des stars qui ne se mettent pas encore à nu, que l'on ne verra jamais nues pour la plupart et qui deviennent pourtant des sex symboles. La fameuse Marilyn Monroe est un exemple encore dans toutes les mémoires et une référence. Elle vient pourtant d'un cinéma américain qui excelle autant par sa créativité que par sa pudibonderie. À malin et demi, les réalisateurs font preuve de virtuosité pour ne pas subir les foudres de la censure. Dans le film de Charles Weidor, Gilda avec Rita Hayworth sorti en 1946, la scène où elle retire son gant est devenue un clin d'œil à la sensualité. Ce n'est pourtant qu'un gant que l'on retire, mais il amène le conscient du spectateur vers des zones plus obscures de sa personne. Si ce genre de scène peut faire rire un adolescent aujourd'hui, croyez bien qu'il en fut tout autrement en 1946. La mode de cette époque peut se résumer à une silhouette, sur l'écran ou dans la rue peu importe, mais elle agit comme un aimant sur l'œil du contemplateur. Enlevons le dessus et voyons ce qui se passe dessous. La gaine connaît un triomphe presque absolu, du moins chez la femme de la classe moyenne. On retrouve l'idée du corset qui moule la taille, en version allégée bien sûr. Marilyn Monroe n'avait pas spécialement une minceur de manche à balai, bien au contraire elle avait ce qui plaisait alors, quelques morceaux de chair bien répartis. Juste assez pour un moulage, de quoi obtenir la silhouette que l'on veut sans rembourrage. La gaine sert évidemment à cela, mais elle sert aussi à tenir les bas, des bas nylon pour sûr. Il est encore à couture, mais d'ici quelques années, son concurrent sans cet indice de charme, mais à talons renforcés, sera de mise. En plaisantant on pourrait dire que c'est une sorte de bas pasteurisé, mais encore un bas, un vrai. Le porte-jartel, qui existe de nom depuis fort longtemps, et plus modestement la guêpière sont les autres atouts de la féminité. Le premier atteindra une sorte de mysticisme auprès de la plupart des hommes. Il faut bien avouer que jamais autant que dans les années 50, il ne fut autant assimilé à une pièce d'art. En version simple, il est juste un accessoire servant à tenir une paire de bas. Mais quand il frôle la sophistication, il est amplement garni de dentelles, il joue avec les couleurs, les matières. En apercevoir un bout ou encore mieux la totalité, constitue un spectacle de choix pour l'œil coquin du mâle en recherche de spectacle aguicheur. Il n'est pas sensuel, c'est bien pire. C'est son âge d'or, on ose imaginer aujourd'hui son retour au sommet, pourtant il hante toujours les rêves masculins perdus dans les sabliers du temps. En abordant les époques plus récentes de l'histoire du sous-vêtement, on gagne de la place sur les pages qui servent à les décrire. Nous ne sommes plus obligés d'énumérer une longue liste d'accessoires et de faire lever les dames à 4 heures du matin pour qu'elles soient présentes au travail à 7 heures.
Dans les 3 pièces qui constituent les sous-vêtements d'une dame que l'on pourrait qualifier d'honnête selon l'adage de l'époque, il nous manque encore le soutien-gorge. Il s'intègre parfaitement dans cette idée de silhouette qui se veut tout sauf plate. Les poitrines féminines sont comme les montagnes, il n'y en a pas deux qui ont exactement la même forme, ni la même taille. C'est un casse-tête qui peut se terminer par un casse-poitrine. À l'instar du sexe masculin, ce sont des organes qui peuvent varier en taille selon les envies susurrées par la nature. En plus, ils sont une véritable carte de visite de l'anatomie visible de la femme. Mélangés au goût personnel et les aléas de la mode, les modistes ont bien compris que les bonnes affaires se font en allant à l'opposé de la mode précédente, il faut jongler. Une création plutôt nouvelle sera mise au point dans le but d'offrir une alternative aux dames en mal de poitrine conquérante, le soutien-gorge obus. Pas forcément le summum du confort, mais il permet la triche et les moins avantagés ne s'en priveront pas. Mais vu la richesse de cette première moitié des années 50, il faut que l'on s'arrête plus en détail sur ces tendances. Elles sont le reflet d'un bouillonnement créatif et innovateur sur tout ce qui peut faire la réussite de ceux qui proposent et ceux qui disposent. Ce sera dans un nouveau chapitre. C'est quand même sublime. C'est d'abord esthétique avant d'être sexy. C'est quand même agréable d'être une fille, une femme qui travaille, qui peut se permettre de porter des porte-jartelles parce que c'est effectivement bien plus joli, bien plus féminin, bien plus élégant.